Alors, les garçons, couché tard. On s'est couché tard. Tu veux dire pas couché? Pas couché. Ouais, toi. Ouais, surtout que Martin le mardi, il y a un truc pour éviter le trafic. Il voyage en pleine nuit. C'est le voyageur nocturne les mardis matins. Mais t'aurais pu... là, blague à part, ce match-là, bon, je parle de ce match-là. Là. Le troisième match de la Série mondiale. C'était 2 matchs, dans le fond. The match. Oui. Ça s'est terminé à quelle heure? Ça a duré 6h39, donc ça s'est terminé vers près de 3 heures. OK. C'est pas super. Ça a duré 6h39, je pense. Ce qui est dur à prendre dans ce temps-là, oui, c'est long, mais tu écoutes le match, donc forcément, tu vas en connaître la conclusion. Tu sais, puis moi, j'avais pris ça pas mal du début. Là. Et là, tu te dis, bon, 10e manche, OK, je m'accroche. Là, en 10e manche, c'est pas vrai que vous m'aurez. 11h, et quelques, je sais plus, j'ai pas regardé. J'ai juste un balado de main. C'est tranquille. C'est pas exact, important. 10e. D'ici, dans ma tête, 12 manches, max, ouais, c'est réglé, tu sais, avec ces attaques-là. Donc, le 10e manche, 11e manche, 12e manche. Là, tu dis, Colin, passé minuit, OK, ouais, c'est fatigant. Je regarde la prochaine. Fait que là, en 15e manche, avant la 15e, j'ai dit, moi, c'est la 15e. OK, il faut que tu fixes une limite. C'est le coup près, là. Ouais. Alors, je suis allé me coucher après la 15e. Bon, un peu fâché à de quelle pas heure? il était 2 heures. Et là là. Et un peu fâché de ne pas connaître la fin, là. Ouais. Puis c'est ça. Donc, il m'a manqué 3 manches, Alexandre. Que tu n'as toujours pas vu. Non, je connais le résultat, je ne les regarderai pas. Martin peut te les raconter parce qu'il y a un truc. On passe à... Alors, à 16 manches et 1 tiers, qu'est-ce qui s'est passé, Marc? Il y a eu un autre retrait. Ça fait 16 manches et 2 tiers. Non, c'est ça. Moi, j'ai regardé jusqu'à la 12e manche. Je me suis couché et j'ai regardé à partir du début de la 13e manche, ici, en préparant le balado, à 5 h du matin. Hein? Alors, j'ai vu tout le match. Comment ici, tu l'as regardé avec un délai? Ben oui. OK. Mais là, tu n'étais plus en direct, là. non. Non, j'étais plus. OK. Là, je t'ai perdu dans Non, les heures. j'étais plus en direct. Est-ce que tu savais le résultat quand tu as repris le visionnement? Oui. OK. Ça n'a pas... Ça, tu vois, moi, j'ai de la difficulté avec ça. ça n'a pas boudé, miné. Non, pas du tout. Bon, et honnêtement, les Blue Jays auraient dû remporter ce match-là. Là. Ah ouais? Ben, en 11e ou 12e, il y avait les buts remplis. Ils ont très mal couru les sentiers. Ouais. Beau Bichette qui se fait retirer en 2e manche. Un retrait sur une prise appelée. Qui était au bâton? Là? Je me souviens pas. C'est une chose, là. Non. Une prise... Il y a une prise qui s'appelle... Il y a une prise, c'était un compte de 3 balles, une prise. L'arbitre a appelé... À Beau, ça? Le lancer. Non, Beau Bichette était au premier coussin. OK. Puis c'était une balle. L'arbitre a fait un mauvais appel. Il a appelé une prise. Et Bichette pensait que c'était un but sur balle. Et il a commencé à se diriger vers le 2e coussin. Ah oui. Et là, ça, c'est pas juste. Et ça, le coureur qui suivait, je pense que c'est Varsho, qui suivait Bichette, s'est rendu au 3e dans cette manche-là. Ça veut dire que Bichette aurait marqué un point. Okay. Ce match-là n'aurait pas été en prolongation. Il y a un coureur qui a été en 9e manche retiré au 3e coussin. Mais quel jeu, là? Oui, c'est tout un jeu, mais... De Tommy Edman, c'était spectaculaire. Si ce coureur-là... Oui. C'est incroyable. Oui, c'est un jeu spectaculaire, mais c'est à l'entraîneur au 3e coussin à évaluer le risque. Là. Si ce coureur-là s'arrête au 2e coussin, les Blue Jays se retrouvent avec 3 coureurs sur les sentiers, un seul retrait, ils ont une chance, juste avec un ballon sacrifice, d'aller chercher un point. Puis quand ils ont essayé de courir jusqu'au marbre... Schneider. C'est Schneider, qui se fait retirer par 15 pieds. Oui. Ça, l'entraîneur au 3e coussin l'a échappé. C'est épouvantable. C'est ça que je pense. Fait que tout ça, c'est des chances ratées d'aller chercher le match. Là. Fait que ça va faire mal, ce match-là. Ça va faire très mal. Puis ils ont perdu Springer, qui semblait blessé à la cage thoracique. Ils ont perdu Kirk, qui est sorti du match aussi après avoir pris un élan, là, qui se sentait... on l'a vu qu'il était en douleur. Il est arrivé au premier coussin, on l'a sorti de la rencontre. Oui, mais c'était pas juste pour parce qu'on voulait quelqu'un d'autre pour courir que... Il y a beaucoup de qualités, Alejandro, mais courir, c'est pas sa première. Ça, c'est le petit, là? C'est le bas sur patte. C'est ton receveur numéro 1. Oui, je sais. Le match important comme ça. Puis il y a Bichette qui est sorti du match aussi, qui semblait avoir de la difficulté à courir après un coup sûr. Là. On l'a vu en discussion dans l'abri, il avait l'air... ça n'avait pas l'air joyeux comme situation. J'ai hâte de voir pour le 4e match si ces trois gars-là sont absents. On s'entend, là, c'est le cœur de l'équipe. Non, mais là, ça, c'est fini. Ouais, là. Ouais.
Mais il y a eu tellement de jeux, il y a eu des jeux défensifs de grande qualité. Là. C'était super. Bedman en a fait deux, même s'il y a eu une erreur. Ça. Non, c'était beau. Je veux bien là, qu'on parle un peu de... un beau match. Là. Vous êtes là, je vous donne un pouce. Alejandro Kirk, ça devrait être un peu comme ton héros. Là. Pourquoi? 5 pieds 8, 250. Et... OK, oui. Et parce qu'on a le même prénom? Je vois pas c'est un des meilleurs receveurs du baseball majeur. Là. Donc, tu sais, c'est pas le gars, mettons, qui frappe le gym le plus souvent, comme on dit, mais il y a de l'espoir quand même. Moi, je le frappe, le gym. Je le frappe. Je rentre pas. Il se cogne le nez. T'aimes pas ma suggestion? Non, ben écoute. Non, ben regarde. Moi, j'ai texté Godini hier, qui est là. Hein? Qui est sur place. Oui, on l'a mentionné. Marco Antonio Godini. Exact. Le prestidigitateur de l'information sportive. Je l'ai texté hier pour lui dire c'est mon héros, pas longtemps après qu'il ait claqué son circuit de 3 points. Là. Alejandro Kirk. Alejandro, oui. Okay, je lui ai dit, imagine-tu à quel point il faut qu'il soit talentueux pour être un des meilleurs receveurs du baseball majeur à 5 pieds 8, 250. Puis il m'a dit, c'est un excellent point. Vous avez des conversations quand même. Oui. Quand j'ai l'approbation de Godini, je sais que j'ai marqué un Donc, point. ce match-là, ça va être l'avant-match du hockey ce soir. Parce que là, ce soir, on est mardi matin. Ce soir, c'est quoi? C'était minuit, le game. match canadien. Le prise 2, la revanche, Canadien-Kraken. Le Classico. Le retour. De bis. Oui, aller-retour dans ce Classico. Non, c'était quoi? 22h30. 22h30. La rivalité centenaire qui reprend encore. Ouais. Et on se souviendra que la dernière fois... J'espère qu'ils vont les affronter 4-5 fois cette année, le Kraken. C'est pas le cas. C'est une anomalie. C'est une perte. Donc, alors, le match numéro 3 entre... Non. Match numéro 4 entre les Jays et les Dodgers à 20h. Oui. 22h30, le Canadien. Amusez-vous bien. Et couchez-vous quand ça vous aurez envie. Faites comme Alex, là, fixez-vous une limite et respectez-la. Jouez prudemment. Je serais curieux de voir les codes d'écoute canadiennes de la Ligue nationale avec la présence des Blue Jays en série d'après-saison. C'est peut-être... Tu oserais penser que le baseball nuit au code d'écoute du hockey? Il doit y avoir un effet, certainement. Mais vous savez qui... Pas dans mon Canada. À qui ça bénéficie, ce long parcours éliminatoire des Blue Jays de Toronto, présentement? Rogers. Oui. Pas mal. Certainement. Disons pas d'un point de vue pécuniaire, là, d'un point de vue sportif. Le Tannenbaum, oui, continue. Aux Maple Leafs de Toronto. Oui. Parce que pendant ce temps-là, les gens regardent ailleurs. Puis ils ne sont pas encore aperçus que ça va mal. Ça va pas si bien. Il en manque un, puis ça paraît. OK. Aujourd'hui, Ivan Demidov est bon. C'est dit. Des choses qui se placent et les yeux sont tournés vers Chicoutimi. C'est tellement... On salue les gens du royaume. C'est tellement hockey, épisode 435. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Alexandre Gascon. Salut Alexandre. Bonjour messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports, oui, Martin Leclerc. Bonjour Martin. Bonjour messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Notre game est solide. Puis on parle du momentum des fois, mais on est capable d'aller le rechercher, surtout dans les derniers matchs, puis de le garder plus longtemps, je te dirais. Mais, c'est côté là, comment qu'on joue, je suis content. Les résultats, je suis content, mais il faut toujours que tu travailles sur toutes tes affaires. Il ne faut pas juste que tu sois satisfait avec les résultats. Il faut que tu restes sur ton processus. Et voilà! Mais le processus... Ça change pas, ça. Non, et c'est bien. Et ça nous fait apprécier l'étendue et la profondeur du propos, parce que c'est essentiellement ce que Saint-Louis disait quand ça allait quand ça allait nulle part ou que ça faisait pas, il se passait pas grand-chose. Et il est constant dans son message là-dessus. Mais il faut quand même regarder ça et se dire c'est un bon début de saison. Non, c'est un bon début de saison. Puis je pense que c'est assez équitable là, comme... c'est pas volé. Ouais, comme fiche jusqu'à présent, parce qu'on pourrait facilement... pondre l'argument que le match contre Edmonton, le CH le méritait, et à l'inverse, peut-être aurait-il dû échapper celui contre les Canucks de Vancouver.
Donc, toute chose étant égale, ça s'est équilibré, et tant mieux. Cette victoire en 10 matchs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça pour un début de saison pour le Canadien. Donc oui, excellent départ. On voit que c'est une équipe qui a beaucoup plus de ressources qu'avant, qui est parvenue à une certaine maturité, je pense, malgré sa grande jeunesse, et qui a des ambitions très, très claires et affichées. Là où on a encore des gains à faire, et la dernière semaine l'a exposé brillamment, c'est en gestion de l'avance, je pense. Là, comment jouer avec une avance. Ça a été compliqué pour le CH. Écoutez, à partir du moment où Montréal a mené 4-2, donc le but de Demidov qui a finalement été le but gagnant, 4-2 contre les Canucks, on confond parfois défendre et se replier, là, puis attendre que la tempête passe. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Les tirs au but, à partir de ce moment-là, c'est 7-0 pour Vancouver. On a été assiégés de longues portions de la fin de rencontre dans notre territoire. Connor Garland a réussi à marquer. Il restait 3 minutes 45 environ, donc il y avait amplement le temps de créer l'égalité. Brock Besser a bien failli le faire. Il y avait une chance en or dans l'enclave là, juste avant la fin de la rencontre. Donc, à ce chapitre-là, je pense qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, d'où le commentaire de Martin Saint-Louis qui dit c'est beau, c'est bien, on est content, puis on est en haut de la division présentement, tant mieux, mais il reste beaucoup de choses à faire. Alors, cela dit, on a vu quelques changements récemment. Demidov sur la première vague d'avantages numériques, ça va faire plaisir à Martin. On place le gardien qui est dans la meilleure forme possible devant le filet. Alors, c'est très clair là, que la philosophie a changé. Exactement. On répétait souvent au cours des dernières années, on disait tous... qu'on trouvait que Martin Saint-Louis était un très bon pédagogue, mais qu'on ne l'avait pas vu coacher encore. Là, on l'a vu dans le dernier droit de la saison l'année passée, puis on le voit encore. Moi, la question des gardiens, que j'espère qu'on va en venir à Montréal. On va revenir à Montréal à la position où il n'y a pas supposé d'avoir d'émotion quand on parle de ça, la position de gardien. C'est comme changer de pneu en F1. Là. Si ce sont les pneus intermédiaires qui fonctionnent mieux sur cette piste-là, ou par le temps qui court, tu y vas avec ça. Puis mes gommes molles, je les aime. Oui, bien sur la il y a un plus grand attachement. Ils m'ont amené. Quand ça sera le temps d'utiliser les gommes molles, on les utilise. Pourquoi les gommes molles? Ou les... Je sais. Alors, tu sais... Tu demanderas à Alejandro Kirk. Dobèche est très, très bon, puis c'est juste correct. Tu y vas. C'est comme changer de lanceur au baseball, faire ton choix de lanceur. Là. Quand les Blue Jays ont commencé à jouer en séries éliminatoires, ils n'avaient pas inscrit Max Scherzer au sein de leur alignement officiel pour la première série éliminatoire. Puis, écoute, c'était un choix. On est parti avec le bon personnel de lanceur. Puis Scherzer lançait hier en série mondiale, puis on avait besoin de lui. Donc, Dobèche va bien, laissons-le aller, puis ça va permettre à Samuel Montembeault de travailler sur son jeu et d'être utile à l'équipe quand ça sera son tour. Et Demidov, quand on regarde les chiffres... C'est une pause éloquente. T'étais content, hein? Ouf! T'étais content. Mais non, c'était un peu une anomalie qu'il ne soit pas au sein de la première unité d'avantage numérique. Saint-Louis en a parlé, il a dit en substance qu'il voulait pas le mettre dès le départ. En substance, c'est ça qu'il a dit. Oui. Il voulait pas. Mais non, il voulait pas, mais il aurait dû. C'était une bonne idée. Non, mais c'est intéressant, il aurait dû, oui et non, parce que on en a parlé souvent, c'est ça, comme tu dis, Alex. Oui, c'est intéressant. Parlons-en. Il n'y a rien de... C'est très... faut que tu respectes la hiérarchie un peu. Là. Il y a ton vestiaire à préserver. Il y a un aspect politique. C'est sûr qu'il y a un aspect politique là-dedans. Il y a le vestiaire à préserver, l'ambiance, le respect que les gars se vouent entre eux, envers toi, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Là. Puis, ça n'a pas été très, très long avant que Martin se dise, je pense que tout le monde l'a Ça a été pas mal plus vite que Hudson. Oui, Hudson, ça avait pris 2 fois plus de temps, au moins. C'était presque un quart de saison, il me semble. Et il faut, tu sais, c'est une ligne très, très fine à naviguer quand tu tiens compte de cet aspect politique-là, parce que l'aspect sportif
fait en sorte qu'il faut que tu récoltes des points si tu veux participer. Alors, il faut qu'à un moment donné que tes priorités soient alignées. Là, puis je comprends parfaitement ça, que le travail d'un entraîneur, il faut que tu gardes tout le monde heureux dans le vestiaire, il faut que tu tiennes compte des services passés. Puis quand un jeune arrive, avant qu'il déloge quelqu'un qui était là auparavant, il faut qu'il fasse ses preuves. Mais tu sais, l'année passée, quand ça pressait et que le Canadien était en séries éliminatoires, il était là, Demidov, en avantage. Mais Laine était blessé. Exact. Mais je ne jouais pas. Oui, il avait manqué quelques matchs, puis c'est là qu'ils l'ont placé, Demidov, à ce moment-là. C'est comme si c'était lié, ces deux affaires-là, parce que c'est encore ça qui se passe. Mais un peu en série l'an passé... Les 2 derniers matchs de mémoire, Ivan Demidov était au sein de la première vague. Et Laine était absent. Était absent. OK. Alors, tu sais, c'est un peu pour reprendre l'analogie avec la Formule 1, là, c'est ça. Quand tu diriges une équipe de hockey, tu pars avec ta monoplace de base, puis pendant 82 matchs, ton travail, c'est de fignoler ça. Des réglages. De faire des réglages pour maximiser le rendement de ta monoplace. Puis Demidov, tu regardes, là, il y a 6 passes décisives déjà de signer. Il y a autant de passes décisives que Suzuki, qui est un fabricant de jeux. Tu sais, c'est un gars avec une vision incroyable, qui donne bien la rondelle. Suzuki a joué 64 minutes de plus que Demidov. Puis Demidov a autant de passes décisives que lui. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas... Non. Tu peux pas retenir un cheval de course comme ça. Là. Laisse la barrière s'ouvrir, puis laisse-le courir. Puis, Martin Saint-Louis disait, je voulais être sûr qu'il porte attention aux détails défensifs, qu'il me montre qu'il était capable de faire ça avant que je lui donne de l'avantage numérique. OK, peut-être, mais c'est un pur sang. Fait qu'il faut qu'on lui permette de courir comme un pur sang. Mais je disais que c'était lié, c'est ça, l'absence est là qui sera prolongée de Laine ouvre la porte à faire des ajustements. Les choses se font organiquement. Voilà. Pour prendre un mot à la mode. Cela dit, à la lumière de tout ce que Martin vient d'expliquer, c'est souvent beaucoup plus facile de faire des changements quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, que la fiche n'est pas ce que vous souhaiteriez, parce que là, ça se justifie facilement auprès d'un groupe de vétérans et tout. Le Canadien connaît un bon début de saison, un bon départ, ils engrangent les victoires, ça va bien. Alors, de changer la formule dans ce contexte-là, puis c'est parfait, on est tous d'accord, mais ça demandait, je ne sais pas si le terme courage est le bon, c'est peut-être un peu fort, mais c'est une prise de position très claire. Mais l'avantage numérique ne fonctionnait pas. Marchait moyen. Marchait moyen. Il y avait des buts, mais il n'y avait pas nécessairement de... C'était pas toujours... Non, c'était pas toujours reluisant. Puis c'est pas réglé encore. Là, les 2 derniers buts que l'avantage numérique a marqué, c'est sur des jeux fortuits. Des jeux brisés, oui. Fait qu'on n'a pas vu encore ça s'installer, puis la machine commencer à être bien huilée, puis à fonctionner, puis à produire des buts organisés. Là, ça arrive sur des séquences fortuites. Puis ça va être important. À un moment donné, les unités spéciales, on en parlait avant que la saison commence, puis le désavantage numérique... je pense qu'il y a 3 matchs sur 10 où le désavantage numérique a stoppé l'adversaire. Là. Sinon, presque à tous les matchs, le désavantage accorde des buts. La saison dernière, c'était un des pires débuts de saison défensifs de l'histoire du Canadien. Et je pense que le désavantage avait donné 2 buts de moins la saison dernière après 10 matchs. C'était plus à 5 contre 5 que c'était catastrophique. Parce que le désavantage a été bon pendant... toute l'année ou presque. Là. En ce moment, le désavantage est à 75 %. C'est pas catastrophique, mais c'est pas bon non plus. Là. Sauf que là, l'avantage numérique, ça va être la pétarade. Ça va revoler. Ben, c'est ce qui leur a permis de gagner le match samedi, là, on s'entend. Là. Ils n'étaient pas dans le coup du tout. Ils ne jouaient pas un bon match. Probablement leur pire première période de l'année. Ce n'était qu'un 0. Ça a été 2 après, au début de la deuxième. Et sans l'avantage numérique, ils échappent ce match-là, là, je pense. Là. Puis oui, c'est vrai que c'est arrivé sur des jeux brisés. Un peu de hasard là-dedans. Mais sur le premier but, quand même, il y avait une belle circulation de rondelles. On a dirigé ça au filet. Il y avait plein de gens qui étaient là pour prendre le retour. Puis on réussit à reprendre la possession. Là. Mais regarde, c'est quand même un signe encourageant. Mais oui, je pense que ça va être la pétarade. Je pense que ça va être un excellent avantage numérique. On en avait vu un aperçu, justement, en série l'année dernière. Ouais. Et ça avait fonctionné dès le début. Là. Ben, c'est parce que c'est ça. Il y a des...
les acteurs sont Il y en a du de talent. talent. Et cela dit, j'ai été surpris, content de voir que Demidov obtient une promotion au sein de la première unité. Et j'ai été surpris de le voir dans le rôle de bumper. Oui, sur le deuxième but, il était rendu là, ouais. De le voir, oui, c'est ça. Donc, devant, dans l'enclave, à la place que Bolduc occupait. Ouais. Alors que Bolduc était productif. Là. À peu près toutes les rondelles passaient par lui auparavant, puis qu'on l'a remplacé. Fait que j'imagine que ça va bouger. Là. C'est en évolution. Moi, je me demandais si ça... Je pensais peut-être que ça aurait été Slavkovski qui allait payer pour... On pense pas payer, peut-être pas le bon mot. Ben, je le pensais pas parce que je me doutais que Martin Saint-Louis ne ferait pas ça. Est-ce que c'est de la politique? Je sais pas. Le but que Demidov a marqué sur un tir sur réception là, à 5 contre 5, là, ce tir-là, un avantage numérique... Ils en ont besoin. Oui. Oui. C'est la place à Slavkovski habituellement? Corrige-moi si je me trompe. Oui, beaucoup dans la nouvelle configuration, effectivement. Oui. Puis, c'est pas quelque chose que Slavkovski montre. Non, il réussit pas à trouver, à se démarquer pour dégainer régulièrement. Puis, je suis pas sûr que les autres équipes ont si peur là, de son tir sur réception non plus. Cela dit, Demidov a du chemin à faire à ce niveau-là aussi. Là. Il en a marqué un beau, mais ça a dévié. Il était un peu chanceux aussi. Mais quand même, oui, ça prend une menace de ce côté-là. Ce qui était Suzuki avant, hein, tu vois que c'est encore un chantier en évolution parce que c'était la place de Suzuki. Là, on l'a déplacé sur le bord du mur à gauche. Saint-Louis dit c'est le coin du fabricant de jeu, le playmaking corner. Okay? C'est de là que, étant donné qu'il est droitier, tout le reste de la zone lui est ouvert. Et puis, bon, c'est de là qu'il peut fabriquer ses jeux. On le comprend. Puis ça a bien marché avec Bolduc. Ils ont connecté quelques fois. Et la même chose pour Demidov de l'autre côté. Et même chose pour Demidov de l'autre côté. Suzuki a marqué 2 buts cette saison. Il a joué à peu près l'espace d'un clin d'œil un avantage numérique avec Demidov. Les 2 buts, un avantage numérique. Les 2 buts sur des passes de Demidov. Ouais. Fumante. Fait que... Oui. Si tu as deux gars capables de gérer le jeu. Avec Bolduc dans le milieu. Avec Lane Hudson à la pointe du parapluie pour distribuer les rondelles. Là, ça commence à être difficile à couvrir. Là. Fait que, j'ai hâte. C'est en évolution, voilà. mais il y a déjà un bon pas de fait. Demidov s'en va au sein de la bonne gang. Là. Je me doutais qu'il ne retirerait pas Slavkovski. Parce qu'il aime ça. Ben c'est ça. Il est là depuis plus longtemps. Il y a peut-être un peu de politique là-dedans. C'est son premier trio. Il va avoir son premier trio sur la glace pour l'avantage numérique parce que c'est plus facile pour la gestion du banc après. Il en avait parlé un petit peu pendant le camp d'entraînement, l'entraîneur. Donc, est-ce que c'est le syndrome des coups irrécupérables? Oui, je sais que tu as chroniqué là-dessus plusieurs fois. Pas plusieurs fois, j'ai fait une chronique l'année passée. Non, chaque semaine, tu fais ça. Tu en parles tout le temps. Tu es toujours en train de parler des coups irrécupérables. Une fois par mois. Bon, mais regarde, c'est le syndrome des coups irrécupérables. Mais c'est de ma faute parce que à chaque fois, il faut que tu t'en souviens pas. Explique. Ouais. Ben, l'année dernière, j'avais chroniqué là-dessus. C'est une étude qui avait été faite par des économistes, si ma mémoire est bonne, qui démontrait que les équipes de la Ligue nationale donnent du temps de jeu, beaucoup plus de temps de jeu à leur choix de premier tour, même si leur rendement est inférieur à des gars qui ont été choisis plus loin au repêchage. Ils se disent, on a investi un choix de premier tour. Dans le cas de Slavkovski. Tout faire pour lui permettre de produire à la vie, à la mort. Puis, Slavkovski est très bon. Là. Il est en train de devenir un attaquant de puissance. Quand il joue à 5 contre 5 avec son trio, il est bon en échec avant, il protège mieux la rondelle qu'avant, il est plus physique qu'avant, il est capable de jouer avec des bons joueurs, il comprend ce qui se passe sur la patinoire avec Caulfield et Suzuki. Ça va très bien, mais offensivement, je ne suis pas sûr qu'il y a une touche. Il est au même niveau d'habileté que Caulfield ou Suzuki et tout ça, et que Demidov. C'est ça, déjà. Un avantage numérique. Ouais. Mais, fait que c'est ça, je me demande, si on ne persiste pas à le laisser là en disant il va finir par faire ses 60 points ou ses 70 points ou on va faire un marqueur de 30 buts avec ou quelque chose. Alors que c'est présentement, avec l'échantillon de quelques saisons qu'on a, ça n'annonce pas ça. Les données et le test de l'œil ne suggèrent pas ça.
Cette idée-là de garder ton premier trio parce que c'est plus simple, est-ce que c'est quelque chose de courant ou est-ce que c'est Pas quelque chose... nécessairement, là. C'est un peu... Est-ce que c'est quelque chose? C'est ça ma question. Pour Martin, ça semble là, c'est comme une de ces petites marottes de début de saison parce que au début, les deux unités d'avantage numérique étaient formées de la moelle épinière de ces unités-là. C'était 2 trios. Oui. Le fameux trio là, qui est allé en enfer pas longtemps. Là. La boule de neige? Oui, la boule de neige, l'enfer, tout ça. Là. Dak Demidov et Patrick Laine. Donc, était l'autre épine dorsale de la seconde vague. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais à ce moment-là, il disait c'est mieux pour... Je préfère ça. Si c'est possible, dans un monde idéal, je préfère ça. Alors, c'est pas la seule raison pour laquelle Juraj Slafkovský est sur l'avantage numérique. Et Slafkovský joue très bien en ce début de saison, même s'il n'y a pas des chiffres mirobolants. Quand même 4 buts en 10 matchs. Là. Seulement 5 points, diront certains, si on veut voir le verre à moitié vide. Mais 4 buts. Et aussi, il est très, très efficace dans des départements qui ne sont pas nécessairement l'apanage de ses coéquipiers de trio. Il est vraiment beaucoup plus habile pour gagner ses batailles le long des rampes, en récupération de rondelles. Il fait de la place, il fait du ménage. Ça permet aux autres de faire aller leur créativité et tout. Et c'est important aussi en avantage numérique parce qu'il fait un bon boulot à ce niveau-là présentement. Donc, si tu l'enlèves, peut-être s'inquiéterait-on de moins de possession de rondelles. Là, mais Bolduc aussi est habile pour faire ça. Tu sais, le but de Demidov, le 4e but contre les Canucks, là, ça part d'un jeu. Ben, ça part pas, mais disons, ça se poursuit. Ce jeu-là ne meurt pas en raison de l'échec avant de Bolduc puis de son bon travail dans le fond de la zone offensive. Puis il remet en haut là, à Carrier, il me semble, qui, lui, repère Demidov, mais c'est grâce à lui que ce jeu-là se déploie. On était à 5 contre 5 à ce moment-là. Mais quand même, alors lui aussi, il est bon dans ce secteur-là, dans cette facette-là du jeu. Je suis pas sûr qu'il ferait un moins bon boulot que Slafkovský, mais il ne faut pas non plus balayer du revers de la main ce que Slafkovský apporte présentement, que ce soit à 5 contre 5 ou en avantage. Mentionnons-le, parce que c'est un élément important, mais bon, on a cassé un peu de sucre sur Patrick Laine. Non. Depuis. Non, on a cassé du sucre. Non, c'est pas. Non, je m'exprime mal, mais. On riait. On a ri. Te rappelles-tu la fois qu'on a ri? Ça, c'était drôle. Ça, c'était drôle. Quand il ralentissait le jeu, là? Moi, ma préférée, c'est qu'il... On n'a pas cassé du sucre, mais on a reconnu, je pense, un fait. C'est que c'est une pièce de casse-tête difficile à placer. Martin Saint-Louis, il a le casse-tête devant lui, là, puis il y a la pièce dans les mains. Voyons, elle va où? C'est pas un coin. Ça rentre pas. Si c'était un coin, il serait facile à placer, mais là, je suis pas capable de trouver la place dans mon casse-tête. Non, c'est pas qu'on a cassé du sucre, c'est ça, mais je me sens comme... On a ri, puis c'est pas gentil. Bon, c'est juste ça. Je le referais, là. Mais je fais acte de contrition. D'Alejandro Kirk, tantôt. Ça, je ris. Mais bref, c'est ça. Là, comme le jeu, souvent, sur le bâton de Patrick Laine, le morceau de casse-tête... Il disparaît. Et c'est bien plate, mais bizarrement, c'est pas de mauvaise nouvelle. Bon, je sais pas si c'est tu veux, après avoir fait acte de contrition, j'en remets un. Je sais pas si Martin Saint-Louis a poussé un soupir de soulagement, là. Probablement pas. Ça compliquait bien des choses, non? Vas-y, Martin. Non, ça semble te brûler les lèvres. Non, pas du tout. Mais la semaine dernière, je parlais avec un recruteur professionnel d'une équipe de la Ligue nationale, puis il me disait ils vont avoir du trouble toute l'année avec lui, essayer de trouver une place. Et tu sais, je pense que c'est la première chronique que j'ai faite cette saison sur le Canadien, parlant de Laine en disant là, c'est une drôle de situation. À 5 contre 5, c'est pas un bon joueur à 5 contre 5, il faut le reconnaître. Il tire les chiffres de possession de rondelles vers le bas. Peu importe avec qui il joue, il fait baisser les indicateurs de possession de rondelles ou d'échange de tentatives de tir là, de part et d'autre. C'est un spécialiste de l'avantage numérique. C'est ça sa qualité première, puis on le fait pas jouer au sein de la première unité. Fait que c'est comme... Tu regardes ce portrait-là, puis tu dis... Tu as des grosses chances de te retrouver avec un gars mécontent à un moment donné. Au fil des semaines, au fil des mois, le gars, il dit là, moi, c'est ma dernière année de contrat, je veux produire,
vous ne me laissez pas jouer au sein du premier avantage. L'année passée, je suis arrivé puis j'ai sauvé votre avantage numérique. J'ai été le gars le plus productif par tranche de 60 minutes en production de but dans la ligue, puis je ne joue plus sur votre première unité. Fait que tu risques d'avoir un gars mécontent. Tu essaies de lui trouver des partenaires de jeu pour pouvoir le faire jouer. Il gagne 8,7 millions. Il faut que tu le fasses jouer. Puis, tu veux pas... C'est un actif. Il faut que tu essaies de... Puis peu importe avec qui tu le places, ça fait comme défaire un trio. Fait que je me demandais, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a applaudi en disant hey, l'aîné est parti pour 4 mois, mais ça enlève, j'ai l'impression que ça enlève un caillou. Complètement. Dans la chaussure de dans le pied. Ouais. Alors, et peut-être que quand l'aîné va revenir dans 3 ou 4 mois, il va y avoir 2 attaquants importants qui vont être blessés, 2 membres de la première unité d'avantage numérique, puis il va être accueilli en héros quand il va revenir parce qu'il va peut-être aider à relancer ça parce que les circonstances vont avoir changé. Mais là, avec le portrait, avec le casse-tête qui est là sur la table, il était difficile à placer. Alors, cela dit, je lui souhaite un prompt rétablissement. Là, c'est pas... Ben non, on ne souhaite pas de malheur à personne. Là. Non, absolument pas. Puis, une hernie sportive, là, c'est pas pour un joueur de hockey, c'est une blessure qui prend du temps. Alors, bonne chance, Patrick. Oui, on se revoit. Espérons que les circonstances auront changé au mois de février ou janvier. Ben, j'ai l'impression que ça va être après les Jeux parce que 3 mois, ça nous amène à la fin janvier. Ouais. Puis c'est le scénario le plus optimiste. Ouais. À ce moment-là, il reste 4-5 matchs aux Canadiens. Alors, en tout cas, je serais quand même surpris qu'on le voit avant la pause olympique. C'est toujours possible. Là. Donc, il perd une participation au jeu? Ben, c'est la question se pose. Hein? Parce que d'abord, il y a... La question se pose parce que 4 mois, c'est fin février. Est-ce que et ici, il n'a le temps que de disputer un match ou 2 avant, est-ce que l'équipe finlandaise va vraiment se rabattre sur lui? C'est dommage. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Ah, comme dans le temps. Quel magnifique jingle. Celui-là, hein, oui, il a la qualité de durer 5 secondes. Il a été fait par l'intelligence naturelle, celui-là. Oui, ça paraît. La question cette semaine, aujourd'hui, je devrais dire, parce qu'il y en a 2, c'est une question de type compléter la phrase. D'accord. Alors, ça allait comme suit. Ivan Demidov me fait penser à... Sur le book, Elliot, personne. Le kid est dans une classe à part. Ça, c'est Elliot et ça revient souvent. Cédric, à Ivan Demidov, arrêtons de comparer, il est unique en son genre. Bon, ça y est. Cédric, c'était pour s'amuser. Jean-François, sur le book, à Alex Kovalev, mais en brand new version. Martin, Alex Kovalev, pas paresseux. Est-ce que Kovalev était paresseux? Je trouve ça fascinant que les gens... La première comparaison qui reviennent, c'est Kovalev. 3 de suite. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est très différent de Kovalev. Oui, moi aussi, je le trouve pas semblable du tout. Et Yves Kovalev, mais en mieux. Ses qualités de passeur surpassent grandement celles de Kovalev. Bon, il ressemble peut-être pas tant que ça. Steve, sur le Gram... Il y a un petit côté Nikita Kucherov. Sa mobilité est nettement supérieure à celle de Kovalev aussi. J'ai dit sur le Gram, mais c'est sur Facebook toujours. Et ça revient beaucoup, le monde. Steve, à Gretzky, version russe. Toujours à la bonne place, toujours le bon jeu. Dan Gretzky, une coche en dessous. C'est rare qu'on compare qui que ce soit à Gretzky. Je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Sur le book, toujours, oui. Fred, les bijoux volés au Louvre, un vol en plein jour. C'est pas pire, ça. C'est bien, ça. Sur le Gram, maintenant, Monstre de Chila, le talent de Kovalev avec l'assiduité au travail de Suzuki. C'est peut-être en termes de talent. C'est qu'on n'a pas vu de joueur de talent... Avec ce talent brut, vraiment, à Montréal, à part peut-être le match sur 3 de Kovalev. Ben, le Suzuki est extrêmement talentueux. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas aussi spectaculaire. Oui, c'est sûr. Normand, talent et vision unique. Simran, toujours sur le Gram. Ivan Demidov me fait penser à la préparation de Martin Leclerc. Parce qu'on a parlé de toi vendredi, on n'avait pas habituellement, on construit tout sur ta préparation, mais là, on n'en avait pas. C'était décousu. En tout cas. Sur le Tube, Jonathan me fait penser à Céline Dion. Et sur le TikTok de Tellement Hockey exclusif, Ivan Demidov me fait penser à Alexis. Bouquer ma chaise sur la rue Sainte-Catherine. Me fait penser à... Non, mais... Oh là là!
Je disais à Martin, pendant qu'on t'attendait, on peut jaser longuement. Non. Toi aussi, tu arrives en plein milieu de la nuit. Moi aussi, j'arrive pour battre le trafic. Le trafic se fait sacrer toute une volée le mardi matin par Martin et moi. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai 45 ans. J'ai jamais vu... Moi, les vedettes du Canadien, c'était des gardiens de but. Les vedettes offensives... Max Kovalev, Andrei Markov. Max Pacioretty. Oui, Andrei Markov. Probablement mon préféré même sur la liste. Mais c'est ça, de cette incandescence-là. De cet ordre-là. J'ai jamais vu. C'est la première recrue du Canadien depuis 40 ans à pouvoir, je pense, à avoir le potentiel de battre le record de points pour un attaquant recru du Canadien. Tu disais donc à cette année, là, à sa saison recrue? 71 points. Est-ce que c'est Gel Dallin? Oui, Gel Dallin et Naslund. Et Mats Naslund. Ah, oui. Et Mats Naslund avait 23 ans quand il était recru dans la Ligue nationale et Gel Dallin avait 22 ans. Hudson s'en est approché l'année dernière. Oui, mais j'ai fait catégorie différentes attaquants-défenseurs. Mais c'est vrai, Hudson s'est approché. Il y a eu 66 points. Exact. Mais tu regardes Demidov, il a récolté 9 points à date en 10 matchs. Et on en parlait, là, il a été retenu. Il a été retenu. Là. Si on laisse courir la bête, à un moment donné, il va y avoir des périodes fructueuses. Mais en même temps, il joue avec le meilleur trio de l'équipe. Oui. Fantastique. Des compléments parfaits. Ouais. Des compléments tout indiqués. À date, ça pas pire. Ça s'améliore. C'était mal parti. C'est vrai, ce trio-là en possession de rondelles s'est amélioré. Obtient des chances. C'est difficile au début, mais là, ça va mieux. Mais je reste persuadé qu'un pur sang devrait courir avec des purs sang. Mais... c'est ça. C'est pas l'idéal. Il manque peut-être de pur sang. C'est ça, on a fait le tour. La boîte à pur sang est vide. OK, Yvan, toi, tu vas courir avec le canasson là-bas, puis les autres, allez... Le canasson. Non. Mais bref... C'est une blague, là, cela dit, je pense. Oui. Parce que Kapanen, je trouve que c'est un très bon joueur de hockey. J'ai énormément de respect pour lui. Puis Newhook joue bien aussi. Il joue très bien, oui. Newhook, dans la deuxième moitié de saison, la saison dernière, il a été très utile. Là. Il a comblé il a comblé un vide important. Dak n'était plus là. Il a pris des responsabilités. Je trouve qu'il s'est amélioré à chaque saison depuis qu'il est arrivé. Oui, puis c'est un joueur fort utile et c'est un maître pour ce qui est des sorties de zone et des entrées de zone en possession de la rondelle. Il y a des statistiques avancées qui compilent ça, la capacité à justement être en contrôle du disque quand tu sors et quand tu entres de l'autre côté, c'est vraiment un des meilleurs. C'est le meilleur de l'équipe, c'était un des meilleurs de la Ligue dans les dernières années pour le faire. Et présentement, ce trio-là, en termes de production offensive, c'est le deuxième du Canadien, là, on s'entend. Là. C'est pas celui de Kirby Dach, quoi qu'il a mieux joué, mais pas juste Kirby, mais l'ensemble de ce trio-là. Bolduc, Veleno, Dach, samedi, c'était bien. C'est probablement le meilleur trio de l'équipe en première période. Et celui d'Evans, on connaît son identité, on sait à quoi il sert, etc. Présentement, le deuxième trio pour fournir de l'attaque, c'est le trio qui va coûter cher à Martin, celui de Kapanen, Newhook et Demidov. Non, mais toi, c'est à toi que ça va coûter cher. Parce qu'une hypothèque, c'est une dette. Martin, il n'y a pas d'hypothèque, là. Il n'y a pas de dette. Est-ce que... C'est une richesse de ne pas avoir de dette. Oui, absolument. Insistons un peu là, sur Demidov. Insistons. Je ne sais pas si vous avez vu le texte de Sœur. Oui, je regarde. Oui, je l'ai lu ce matin dans le métro. Eric Angels sur Sportsnet. Non, mais puis après ça, on enchaînera. Mais Angels qui a parlé à des recruteurs, quelques recruteurs, quelques... Pendant son périple. Puis les comparaisons, là, c'est genre... tu sais, ils demandent... Datsuk, beaucoup. Datsuk, Kucherov... c'est vraiment... Kucherov en avantage numérique, je trouve. Il y a un peu, il y a un peu de ça dans la façon dont il pose des pièges là, sur la glace. Mais c'est dithyrambique. Puis il leur pose 3 questions. Là, à qui, quel autre joueur Demidov vous fait penser? Qu'est-ce qu'il faut qu'il améliore? C'est toujours genre qu'ils prennent du poids. L'engagement défensif, mais c'est déjà mieux. Trucs, l'engagement défensif aussi, je pense. Mais c'est déjà mieux que ce que c'était. Et bref, c'est ça. Pour des gens sérieux qui habituellement, et c'est un peu c'est ça l'amorce de Angels, c'est que ce sont des gens qui n'aiment pas ça se prononcer lorsque l'échantillon est si court, mais malgré ça, ils le font, et ils le font sans nuance, j'ai envie de dire, là, parce que vraisemblablement, là, ça se peut que ce soit comme
Une super vedette. Dans l'été qui a suivi son repêchage, les recruteurs du Canadien disaient, nous, on est d'avis que c'était le meilleur joueur disponible au repêchage. Il a glissé parce qu'il était en Devant Russie. Macklin Celebrini. Oui. Ben là, oui. Mais là, c'était avant le début de la saison. C'est fort de café. Ouais. Ben, moi, j'ai vu jouer Celebrini, puis c'est un très bon joueur de hockey, là, mais il a... Écoute... Enfin, mais reste que c'est ça la conversation. Si vous aviez, si vous partiez une équipe et que vous aviez un joueur à choisir entre On les se part deux. une équipe, Martin. Qu'est-ce que tu fais après le balado? On se part une équipe. On se part une équipe. Non, ben, On emprunte 2 milliards, on se part une équipe. non, mais vous comprenez, là, si vous aviez un joueur à choisir entre les deux, ce serait qui? Moi, j'engagerais quelqu'un pour prendre cette décision-là à ma place. Bon, c'est bon, ça, ça, je c'est ferais. bon. C'est ça, je ferais. Puis je congédierais cette personne-là si jamais... Je pense que ce serait Celebrini, mais de peu, là, le nez en avant. Là. Ben, Celebrini, c'est un joueur de centre. En bien partant. sûr. Mais Demidov a des habiletés supérieures, je pense. Ouais, supérieur, je sais pas. Si oui, c'est On la s'en différence, c'est reparle pas énorme. Mais dans 3 ans. Je me demande ce que pense Chicago de son choix présentement, ou les Blue Jackets Mhm. de Caden Lindstrom, ou Chicago de Artyom Levchunov. Le temps nous le dira. Beckett Seneke à Anaheim, c'est bien parti, par exemple. Et eux, je pense qu'ils l'aiment bien. Un truc aussi dont on parlait avant l'enregistrement, souvenez-vous, avant que ça commence, on identifiait la jeunesse du Canadien comme étant l'un de ses points faibles. Je peux dire ça comme ça. Reste que moi, à la lumière de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je trouve pas que ça paraît. Je sais pas si c'est garant là, Je suis d'accord du futur. je suis d'accord là. avec toi. Il joue pas comme une équipe jeune dans le sens où tu regardes les matchs, il y a peu d'actions qui aident l'équipe adverse. On joue de façon méthodique. C'est impressionnant. Ce que Martin a répété au cours des dernières saisons, tu sais, on voit moins de jeux brisés à la ligne bleue, des gars qui essaient de faire de la dentelle, puis ça donne un revirement, puis ça part de l'autre côté, ou un tir à faible pourcentage de réussite qui frappe la baie vitrée, puis ça part de l'autre côté, puis on donne des surnoms. Tu sais, je me souviens des discussions qu'on avait ici, là, c'était la quantité de surnoms que donnait le Canadien durant les matchs. On en voit très peu. Là. Tu sais, c'est une équipe qui est vraiment plus structurée. C'est pas parfait. C'est encore l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale, mais on voit moins ces erreurs-là flagrantes qui font en sorte que tu aides l'équipe ou que Et c'est remarquable. tu ne places pas les pourcentages en ta faveur. Ouais, c'est une équipe qui change pas de stratégie quand ça se passe pas comme ils le veulent. On l'a vu contre Nashville, ils ont pris ce qu'il y avait devant eux, puis c'était un match très fermé, ils se donnaient pas grand-chose, ils ont été patients en répétant toujours la même façon de jouer, en se disant qu'éventuellement, il allait trouver une brèche puis réussir à faire une percée. C'est ce qui est arrivé. Donc ça, c'est vraiment un bon signe de maturité. On en parlait un petit peu en début de balado. Là où je pense le manque de maturité se voit encore, c'est comment protéger une avance, comment jouer en troisième période quand on a les devants, quand on a la chance de fermer le match, là, comme ça. Bon, c'est un anglicisme, mais de conclure la rencontre avec une victoire. Puis c'est une position difficile à trouver, la position idéale, comment défendre une avance. Parce que, Ils ne sont pas habitués, premièrement, là, dans les dernières années. Et si tu te mets à jouer défensivement à outrance, tu vas finir par donner des buts parce que tu t'occupes moins le territoire adverse. Si tu continues à attaquer tous azimuts, tu risques peut-être de donner plus de chances de marquer. C'est ça. Fait que c'est de trouver le juste milieu, là, de dire comment on va agir, mais en tout cas, c'est ça. Généralement, tu es mieux de continuer à jouer de la même façon. Ouais. Exactement de la même Idéalement, façon. idéalement. Sam, c'est un bon goaler. Il l'a prouvé. Tout ce qu'il a fait l'année passée. Sans Sam, on n'est pas là l'année passée. Là. Fait que moi, comme joueur, j'ai eu des départs comme ça. J'ai eu des... Puis c'est pas comme si, quand j'avais ces départs-là, que j'avais oublié à jouer au hockey. Sam va faire une grosse partie de nos succès cette année. Fait que quand tu me demandes, tu me dis, je suis pas inquiète. Non, je ne suis pas inquiète. Martin Saint-Louis sur Samuel Montembeault. Bon, arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez donc de vous inquiéter. Arrêtez. C'est sûrement Yacoub Debèche qui va garder les buts ce soir, par exemple. Il y a des bonnes chances. Bonne chance. Mais arrêtez de vous inquiéter. Ce soir, donc, on est mardi matin. S'il est inquiet, il ne le dirait pas, de toute
façon. Ben non. Il n'arrivait pas devant le micro et disait « Je suis vraiment inquiet durant le temps. » Ça marche pas. C'est une source de problème. J'ai appuyé sur le bouton de panique avant de venir vous rencontrer. Là, ça va vraiment mal. Il ferait pas ça. Mais il ne faut pas oublier, c'est un marathon. C'est un mauvais début de saison. C'est un gardien qui a quand même atteint un certain niveau de maturité. Il va se replacer. Puis quand l'équipe va avoir besoin de lui, ben j'imagine qu'il va émerger. Mais là, il faut que tu mises sur celui qui te permet de gagner des matchs puis qui arrête des rondelles. Puis c'est fantastique que le Canadien soit dans cette position-là. Et historiquement, le Canadien a été une organisation qui a eu énormément de succès parce qu'on ne s'est jamais attaché à des gardiens en disant lui a un statut, puis c'est à lui. Il y a, dans les années 70, dans les années 80, Patrick Roy, puis Brian Hayward, Patrick Roy, il cédait très souvent sa place à Brian Hayward, puis en finale de la Coupe Stanley ou en séries éliminatoires, Jean Perron jouait avec ça, puis c'est dans notre ADN. C'est correct. Il faut que tu gardes tout le monde sur le qui-vive, puis si à un moment donné, il y en a un qui atteint le statut de super vedette, ben vas-y, on te laisse la pôle, mais c'est une position qui est névralgique au hockey, puis c'est le fun. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette compétition-là devant le filet, puis c'est parfait. C'est parfait comme ça. Puis là, s'il veut donner des matchs à Dobèche, il y a beau jeu de le faire, là, parce qu'il peut jouer contre le Kraken ce soir. Après ça, le Canadien ne joue pas avant samedi contre les Sénateurs d'Ottawa. Après, le rythme s'accélère de plus en plus, particulièrement à partir du mois de décembre, mais c'est dans l'avenir à court terme, il y a de la marge de manœuvre pour ça. Alors, ces décisions vont quand même nous en dire long. Non, et Dobèche... ben là, il fait le travail. Bon. Oui, il est très, très bon. Il joue très bien. Quelques petits sujets en vrac pour terminer. Sidney Crosby, ça regarde bien mal. Là. Le plan, là, ça commençait par un effondrement des Pingouins. On l'a comme tenu pour acquis, ça. Qu'on avait effectivement... on a amené ça à la banque. C'est pas du tout le bout du plan qui semblait poser problème. Mais est-ce réalité ou irréalité? C'est difficile. Ils sont capables de s'effondrer, mais quand même, avec un départ de 7-2-1, tu mets des bons points en banque, on va dire ça comme ça. C'est difficile, d'imaginer le contraire. C'est quand même, tu te places dans les souliers de Kyle Dubas, c'est quand même une drôle de position. Parce que... Ouais. C'est comme la pire situation. Un peu. Ouais. Parce que tu te dis, si ça se poursuit comme ça, puis si par miracle on se qualifie en séries éliminatoires, est-ce qu'on a l'équipe pour pouvoir bâtir un projet qui va être durable pour longtemps avec le niveau de talent qu'on a présentement? La réponse, c'est non. Là. Ils n'ont pas assez d'espoir. Ceux qui tirent encore la charrette présentement sont très âgés. Malkin est pas à égalité au premier rang des marqueurs de la Ligue en ce mardi matin avec 16 points en 10 matchs. C'est fabuleux, mais c'est sa dernière année de contrat. Il se dirige vers... Il va bientôt avoir 40 ans. Puis je pense pas que c'est lui qui va mener cette équipe-là à la guerre pour les 5 prochaines années. Crosby est encore extrêmement performant puis il pourrait probablement jouer longtemps, mais tranquillement, il va falloir qu'il y ait d'autres gens pour prendre aussi ces responsabilités offensives-là. Puis les autres, comme Raquel, qui ne joue pas présentement, qui est blessé, mais Brian Ross et tout, sont tous dans la trentaine. Alors, tu pourrais aller chercher quand même des trucs intéressants si jamais ils se décidaient de les échanger, mais c'est vraiment une drôle de position pour Kyle Dubas. Parce que si les Pingouins se maintiennent là, à un niveau de performance du genre, ça devient presque impossible de dire à Crosby et compagnie, bon là, on a performé au-delà de nos attentes, mais comme on ne sera pas bon dans les prochaines années, on le sait, et que vous avez tous proche de la quarantaine, on va quand même échanger Carlson, Rust, Raquel, puis arrangez-vous avec ça. Ça devient presque indéfendable. En même temps, on dit du prochain repêchage qui, au-delà de Gavin McKenna, est bien garni en joueur de talent. Alors là, tu manquerais une occasion d'aller chercher un espoir de premier plan en même temps, là, s'ils se maintiennent dans le ventre mou. Là, ils sont vraiment dans le sommet, mais... Est-ce que c'est une anomalie? Je sais pas, je les ai pas assez vus jouer, honnêtement. Les chiffres suggèrent pas tant que ça que c'est une anomalie présentement. C'est plus le fait qu'ils sont vieux. Ben, ils sont vieux puis ils n'ont pas participé aux séries au cours des dernières saisons. Ouais. Pourquoi soudainement ils participeraient aux séries? Parce qu'ils gagnent beaucoup de matchs. Oui, mais c'est parce qu'il y a 10 matchs de jouer. Là, c'est un marathon. C'est ça, OK. Tu posais la question dans le sens que ça ressemble à une anomalie. Ben, moi, je pense il pourrait encore s'effondrer. Moi,
c'est ça. Je pensais que quand tu regardais à la grandeur de la Ligue, là, des équipes candidates pour direction les bas-fonds, Pittsburgh est ils là. étaient les seuls ouvertement en Ouais. reconstruction. Tu sais, Crosby a un taux de succès. Il convertit en but 38,9 de ses tirs depuis le début de la saison. Justin Brazeau, 27,8 Anthony Manta, 25 Connor DeWar, 18,8 Ça m'a... Écoute, C'est difficile à maintenir. Oui, c'est ça. Ça va être difficile à maintenir. Mais moi, ce que je trouve beau là-dedans, c'est que Sidney Crosby, tu sais, on a dit plusieurs fois dans le passé que c'était triste de ne plus voir jouer Crosby en séries éliminatoires, qu'il devait sortir de Pittsburgh parce que c'est un gars qui carbure à gagner, puis dans une équipe, il n'y a pas de chance de gagner. Mais là, il y a une motivation. Je pense que c'est une année olympique et ça nous montre qu'il est vraiment prêt pour cette... Il s'est préparé en conséquence de ça. Mm-hmm. Mais moi, je me demande juste, est-ce que c'est une équipe à un moment donné dont le moteur va tourner dans le vide un peu parce qu'ils vont... C'est une équipe vieillissante, il faut le dire. Ça se peut, mais s'ils connaissent un bon début de saison pendant 20 matchs puis qu'ils ont 14 victoires après 20 matchs... Ils peuvent surfer un bout de temps. Tu peux surfer un bout de temps, puis tu peux juste rater les séries par peu, puis te retrouver avec le 14e choix au lieu d'avoir un top 5, top 6. Alors, au-delà là, de l'échange potentiel de Sidney Crosby Moi, c'est la seule affaire et de ce plan qui apparaît de plus en plus improbable, t'es dans les souliers de Carl Dubas, c'est pas des bons, c'est pas des souliers confortables. C'est pas confortable. Puis peut-être que le nouvel entraîneur... Ben oui. C'est C'est un génie. C'est peut-être un génie. Tout le monde, quand il est arrivé, tout le monde disait il sort d'où ce gars-là. Mais tu sais, il est peut-être charismatique ou convaincant, puis il a réussi à faire adhérer tout le monde à son plan et qu'ils vont réussir à faire ça toute la saison. Ça va être intéressant. En train de ruiner notre plan. Pendant ce temps-là, Mike Sullivan, lui, il n'a pas réussi à faire adhérer grand monde à son plan, on dirait. Non, mais je suis pas sûr que l'atmosphère est très positive. Tu peux pas régler ça juste en échangeant un ou deux gars. C'était, on le disait, une organisation dysfonctionnelle, puis ça part du haut. Ça part d'en haut. Puis, puisqu'on parle de la position de deuxième centre du Canadien, parce que quand je parle de Sidney Crosby, c'est de ça dont je parle. Oui, d'accord. Non, mais tu nous faisais remarquer, Alex, que le nom de Nazem Kadri alimente les rumeurs et que... Et ça, c'est là que... J'avais oublié que je C'est là que tu en ajoutes, oui. C'est toi que tu voulais parler de ça. Parle-en. Je sais pas dit que je voulais en parler. Je te taquine, mais moi, tu me rappelais que je me souvenais pas de ça, mais enfin, je savais pas jusqu'à quel point c'était ancré dans le réel, qu'il y avait peut-être de l'intérêt ou que l'état-major du Canadien avait... C'était informé l'année dernière, je sais pas, pour cette année, il est encore un peu tôt et tout, mais c'est sûr que tout le monde cherche des joueurs de centre, sont extrêmement difficiles à trouver. Alors, quand il y en a de cette trempe-là qui peuvent être disponibles, Kent Hughes ne fait que son devoir, mais c'est sûr que c'est une option qu'il avait regardée dans l'éventualité où, il serait effectivement échangé et tout. Je ne sais pas quel est le niveau d'intérêt présentement. Il reste combien de temps? Il reste 3 autres saisons. Oui, c'est ça. C'est peut-être une de trop, là. Surtout qu'il vient d'avoir 35 ans, Nazem Kadri, je pense. Il a 35 ans. Il a eu 35 ans au tout début de la saison. Il vient juste de l'avoir. Donc, ça veut dire que vous l'avez pour sa saison 36, 37, 38. Peut-être 1 ou 2 années de trop là-dedans. Sur 3. À 7 millions. Non, peut-être 2 années et demie de trop. 4 incluant celle-ci. Là. Disons que ce serait plus confortable s'il y en avait une de moins à son contrat. Mais quand même, 35 buts l'année dernière à son sommet en carrière. Il est encore performant. Il a tout vécu, connaît le tabac. Bon, c'est un salaire de 7 millions. Ça s'absorbe mieux maintenant qu'auparavant, là, surtout dans les prochaines années. Je ne dis pas que le Canadien va s'y intéresser activement, mais on est en début de saison et il y a peu d'équipes qui sont hors de la course. Donc, forcément, il y a très peu d'offres présentement. Mais les Flames, il y a peu de gens qui les voient redresser la barre là, après ce départ catastrophique-là. Et ça pourrait signifier éventuellement que Kadri parte. On verra. Elliot Friedman disait que c'était une possibilité. Et surtout, Kadri, présentement, est à 995 matchs. Et même ce que l'informateur de Sportsnet disait, c'est il ne bougera pas tant qu'il n'aura pas atteint le 1000e.
parce qu'on a de quoi de prévu, puis on veut faire ça beau, puis les Flames veulent qu'il joue son 1000e match dans l'organisation. C'est dans 5 rencontres, il y en a 995. Mais il ne semblait pas écarter le fait qu'après ça, advienne que pourra. Alors, on va voir là, si... mais ça signifierait, par contre, que Calgary tomberait dans une reconstruction pure et simple, là, dans le sens du mot. Le sens pur. Le sens pur, merci. Le plus plate. Je manque de mots. Le plus plate, oui. Oui. Alors, mais comme tu le disais, apparemment qu'il y a beaucoup d'intéressés. Oui, Il y a beaucoup de prétendants. Je suis convaincu. On peut comprendre. Bon, on s'est beaucoup interrogé depuis quelques mois maintenant sur les impacts et les effets que la nouvelle réglementation dans la NCAA aurait sur le hockey en général. Il y a déjà toutes sortes j'allais dire des symptômes, mais c'est pas le bon choix de mots, toutes sortes d'affaires qui se sont passées. Et là, en provenance de Chicoutimi, une nouvelle affaire, où enfin... oui, je pense que c'est une nouvelle affaire. Nathan Lecomte, qui était le meilleur joueur de l'équipe, la semaine passée, annonce qu'il qu'il veut comme prendre ses distances de l'équipe. Puis, ensuite de ça, on apprend que, via son agent, qu'il veut poursuivre sa carrière dans la USHL, donc le circuit c'est comme un circuit de prep school. C'est le circuit junior américain. Bon, mais de préparation, généralement, qui mène à la NCAA. Oui, parce que... aux États-Unis. Oui, ouais. c'est ça, c'est circuit américain junior. C'est l'équivalent du hockey junior pour les joueurs américains. Alors, ça fait grand remous, évidemment, au Saguenay. Ça fait grand remous dans le hockey junior canadien parce que ce serait la première fois qu'en plein milieu d'une saison, un joueur quitte comme ça pour aller aux États-Unis. Et il y a évidemment, là, c'est ça grince des dents pas mal, là. Non seulement à Chicoutimi, mais dans le reste du hockey junior canadien. Sauf que, Martin, on en parlait. Coudonc, cette émission-là, on l'a toute faite avant. Hein? On l'a toute préparée avant. Ouais, mais si vous n'arriviez pas en plein milieu de la nuit. on a beaucoup de temps. On a beaucoup de temps. Mais si c'est la première fois qu'un joueur du Canada irait aux États-Unis en plein milieu de la saison, c'est arrivé par le passé. Le chemin inverse a été fait par le passé. Oui, c'est ça. Bon, écoute, c'est une histoire qui est devenue l'affaire Nathan, le dossier Nathan Lecomte, là. Donc, un joueur de 18 ans qui est parmi les 2-3 meilleurs marqueurs des Saguenayens de Chicoutimi, qui est à sa 3e saison à Chicoutimi, qui a décidé ces derniers jours de quitter les Saguenayens. Il a dit à ses coéquipiers, j'ai besoin de prendre une pause, de m'éloigner de l'équipe. Et la même journée, Alan Walsh, son agent, a annoncé qu'il s'en allait jouer dans la USHL avec les Phantoms de Youngstown. Et là, ça fait tout un boucan. Et il y a le confrère Kevin Dubé du Journal de Québec qui écrivait que là, les 60 autres équipes de la Ligue canadienne de hockey ont les yeux rivés sur la ville de Saguenay pour voir ce qui va arriver. Est-ce qu'on va créer un précédent en libérant ce joueur-là, Nathan Lecomte? La moindre des choses, ce serait de respecter ton contrat quand tu commences la saison, ton engagement quand tu commences avec la saison avec une équipe et que ça se fait pas de partir comme ça en milieu de saison et que là, les Saguenayens se retrouvent dans la situation où s'ils refusent de libérer ce joueur-là, ils vont mal paraître parce qu'ils vont empêcher un jeune joueur de hockey de décider de sa vie. De décider de sa vie et de poursuivre son développement comme lui veut le faire. Et de l'autre côté, que ça créerait un précédent pour permettre à d'autres joueurs de quitter en cours de saison. Et moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que ça démontre encore à quel point c'est ancré au Canada, cette mentalité-là, que les joueurs appartiennent à leur équipe de hockey comme si c'était des professionnels. Alors que la saison dernière, quand les changements ont été annoncés, quand ça a été confirmé que la NCAA changeait ses règles, il y a 35 joueurs qui sont venus d'ailleurs, qui jouaient dans d'autres équipes en Amérique du Nord, dans la BCHL, dans la USHL, qui jouaient dans d'autres circuits juniors, qui ont quitté leur équipe, qui sont venus jouer dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et
le commissaire Mario Cecchini, en entrevue, donnait des tapes dans le dos de ça en disant c'est incontesté, ça démontre là, l'attrait de notre circuit. Puis de mémoire, il y avait une quarantaine de joueurs qui étaient rentrés pour jouer en Ontario dans la OHL, puis il y avait à peu près 35 joueurs aussi qui étaient revenus pour jouer dans la Ligue de l'Ouest. Alors là, moi, je vois un problème de cohérence là-dedans. Si c'est bon que des gars quittent leur équipe aux États-Unis ou dans l'Ouest canadien pour revenir jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue Québec-Maritime, pourquoi l'inverse ne serait-il pas souhaitable et pourquoi ça créerait un précédent épouvantable? Alors, c'est juste de la cohérence et je pense que c'est une vieille mentalité. Moi, au lieu de me demander si je refuse de libérer ou pas ce joueur-là à la place des Saguenayens, je me demanderais comment ça se fait qu'un gars qui est à sa 3e saison à Chicoutimi, qui a du temps de glace en masse, qui est parmi les meilleurs marqueurs de l'équipe, décide de s'en aller du jour au lendemain. Quelle est la raison? Pourquoi il est malheureux? Pourquoi il veut s'en aller? Ça, c'est la question fondamentale. Et fait que c'est ça. Puis on est en train de transitionner dans un environnement, dans le monde du hockey de développement en Amérique du Nord, on est en train de transitionner vers un univers où les joueurs vont choisir leur trajectoire, vont commencer à jouer quelques années au niveau junior, vont décider d'aller étudier dans une université X pour poursuivre leur développement ou vont être maîtres de leur destinée. Et je pense qu'il va falloir finir par prendre acte de ça. Là. Et cette réaction-là, je trouve ça presque comique de voir que c'était on se félicitait qu'il y en ait 35 qui aient quitté leur équipe, alors qu'ils avaient tous pris un engagement pour commencer la saison ailleurs. Puis que là, on dise « Voyons donc, on t'a pris un engagement avec nous, tu ne peux pas partir. Ouais. » Alors, il va falloir apprendre à vivre avec cette compétition-là, être meilleur, s'assurer que nos joueurs sont heureux dans leur environnement. Puis ça va sans doute arriver encore. Alors, c'est juste ce que je constate. Là. Ils n'ont pas encore compris. Les ligues n'ont pas encore compris. C'est un changement de culture. C'est ça, c'est normal. Ça prend du temps. Il n'y a rien de... C'est ça. Ça m'apparaît comme un processus normal. Ça prend des événements comme ceux-là pour que les pensées ou les façons d'envisager ça, de concevoir ça évoluent. Je suis convaincu que moi, le premier, si j'étais à Chicoutimi, je serais très, très fâché de ça. Puis je ne veux pas diminuer la frustration que ça peut engendrer, mais je ne vois pas de scénario où tu peux dire à un jeune « Ah, non, on ne te libère pas. » Il n'y a pas de scénario où est-ce que ça n'existe pas, ça, pas te libérer. Il n'y a pas de... Non, exactement. C'est pas un travailleur, il n'y a pas de contrat. Lui, il peut dire non, je quitte. Donc, c'est ça, qu'on se pose la question, puis ce précédent-là, vraisemblablement, ça va arriver. Si c'est la première fois que ça arrive, ce sera la première fois que ça arrive, mais ça ne sera probablement pas la dernière. C'est parce qu'on en voit, la plupart du temps, j'imagine que les joueurs vont prendre leurs décisions avant que les saisons commencent. C'est plus ça qui est intriguant dans ce cas-ci particulier. Puis tu as mis le doigt sur le bobo, Martin, en disant comment se fait-il que ce gars-là souhaite quitter... es-tu déjà allé à Yellowstone? À ce point-ci. Youngstown. Yellowstone. C'est Yogi Lourd, ça, Yellowstone. C'est un peu loin pour... Il ne doit pas avoir beaucoup d'équipes de la USHL dans le coin de Yellowstone. Mais, cela dit, je ne sais pas. Sauf que j'imagine que, exact, c'est ça, on en a vu plein quitter pour les rangs universitaires, entre autres, pendant l'année. Il y en a qui ont pris leur décision, dont le plus célèbre, n'est-ce pas? Alors, ça va arriver, que ça survienne en plein milieu de saison, c'est ça qui est étonnant. Puis la question à se poser, comme disait Martin, c'est comment se fait-il que ce gars-là n'est pas heureux et juge que c'est mieux pour son développement de s'expatrier. En milieu de saison, alors qu'il a passé 2 années et demie à Chicoutimi. Normalement, le gars est installé dans sa famille de pension, il se sent comme chez lui. Il connaît ses coéquipiers. Il connaît son entraîneur, il est parmi les leaders de l'équipe, il a le temps de jeu auquel tout joueur de son niveau aspire. Alors pourquoi il veut s'en aller? C'est ça la question. Où on a raté le coche, pourquoi il veut s'en aller. Puis peut-être qu'on n'a pas raté le coche nulle part. Ça se peut aussi. Il a peut-être juste décidé qu'il veut aller jouer ailleurs. Exact. Il y a peut-être de vrais attraits à Youngstown. C'est où? Tu sais pas ça par cœur? Ben oui, je le sais. Là, c'est parce Check que... ça là, pendant le thème de fermeture, puis on va conclure. Je me désole du fait que tu le saches pas. C'est en Ohio, tout le monde sait ça. Mais c'est ça. Puis, tu sais, en Ontario, depuis l'an passé, au hockey mineur, donc les catégories, là, 5 ans et plus, 5 ans à 16 ans, là, avant les rangs juniors,
les familles, le 2/3 des familles, sur le 2/3 du territoire ontarien, si ma mémoire est bonne, les familles ont le droit de magasiner l'association de hockey mineur qui leur convient. Alors, tu n'es pas obligé de jouer dans l'association de hockey mineur sur le territoire de l'association où tu résides. Tu peux aller ailleurs si ça ne te convient pas ce qu'on offre dans ton coin. Alors, on se dirige vers ça. Là, où... C'est pas comme ça au Québec. Il va y avoir de plus en plus d'organisations. Non, mais Hockey Québec a déjà signifié qu'il s'oriente vers ça tranquillement. Là. Il pense à s'orienter dans cette direction-là. Fait que ça va devenir ça. Ça va être le choix de l'individu qui va déterminer son cheminement dans le hockey puis qui va jouer où il se sent heureux. Puis... Et non des espèces de droits acquis d'équipe ou d'association sur des territoires. Puis là, on refuse de te libérer. Exact. Comment ça me libérer? Je suis prisonnier. Je suis prisonnier. Je suis libre. Regarde là, tes poignets. T'es menotté, mon vieux. Bon, bien, heureusement que vous êtes habitués à vous coucher tard. Ouais. Parce que c'est pas fini. Non, puis je suis pas content, là. Un match cette semaine, je voulais dire, très tard. Puis ensuite de ça, là, on va avoir quoi? Des séquences de 3 matchs en 4 jours? Drôle d'horaire. Je suis pas content. Drôle d'horaire en octobre pour une saison aussi chargée. Ouais. Aussi un occupée, petit match jeudi, là, pour équilibrer le tout. D'où l'importance pour le Canadien d'amasser des points. Ce qu'ils font, là. Ce qu'il fait, en fait. Mais... Le Canadien le fait, les Canadiens le font. Ouais, mais j'ai dit le Canadien. C'est pour ça que je me suis surpris. C'est un Jules. Obstine-toi pas avec un Jules. Qu'est-ce que tu fais là? Obstine-toi pas avec un Jules. C'est peine perdue. Marquez ça sur un T-shirt. Obstine-toi pas avec un Jules. Ah, ce Jules, c'est Alexandre Gascon qui est notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci, Alex. Messieurs, c'était un plaisir. Oui, c'était fun. De retrouver Martin, on s'est ennuyé. Ah oui, moi je remplace... Mais envoie-nous donc. Godini, Oui, qui était à Bâle. LA. Qui était à LA. Est-ce que quand tu n'es pas là, tu peux quand même nous envoyer tes notes? Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. Ça a été très plaisant encore, messieurs. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal et on se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.